En seulement 35 minutes, ça sera forcément un panorama brossé très brièvement, d'autant qu'il y a en fait 3 questions sous-jacentes. La question des preuves de la transformation biologique des espèces, la question des mécanismes de l'évolution, comment ces espèces se transforment-elles au cours des temps? Et puis, c'est seulement une fois qu'on a expliqué grossièrement ces 2 aspects, que l'on peut s'attarder sur les grands débats, les principales étapes historiques de la découverte de ces preuves de l'évolution et les mécanismes par lesquels on comprend cette transformation des espèces. Bon. Donc, je m'excuse d'avance pour ce côté forcément superficiel, surtout pour les gens qui ont déjà des connaissances sur la biologie de l'évolution. Mais bien entendu, grâce à vos questions, nous pourrons ensuite explorer euh, plus en détail tel ou tel point, tel ou tel moment qui vous semblerait particulièrement intéressant. Alors, c'est au tout début de la science moderne, au moment où éclot la révolution scientifique dans la seconde moitié du XVIIe siècle, que déjà se pose la question de l'évolution biologique. Parce que c'est un moment où les principales idées, les principales connaissances jusqu'ici tenues pour admises sont remises en question. Et la doctrine officielle à l'époque, c'est bien sûr la doctrine chrétienne, issue de la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, la Bible, hein, qui s'ouvre par le récit de la création. Et dans ce récit de la création, tel qu'illustré sur les parois des églises, et j'ai projeté ici une célèbre mosaïque de la basilique Saint-Marc de Venise, eh bien, Dieu est censé avoir créé au début des temps les espèces végétales, animales et humaines telles que nous les connaissons aujourd'hui. Leur origine trouve donc une explication toute simple, religieuse, hein, de nature théologique et non scientifique, la doctrine créationniste qui est assortie, évidemment, de l'idée du fixisme, c'est-à-dire que ce sont les espèces que nous connaissons aujourd'hui qui sont là depuis le début des temps, c'est-à-dire 6 à 10 000 ans, selon les interprétations. La création de l'humanité, hein, avec Adam et Ève, s'inscrit évidemment dans cet enseignement traditionnel, répété par l'Église et admis globalement dans la société. À partir de la révolution scientifique, cependant, une volonté de justification des théories est néanmoins considérée comme indispensable et les premières failles se font jour dans justement cet enseignement traditionnel. On doit à Robert Hooke, qui est une figure essentielle de cette révolution scientifique, un des créateurs de la Royal Society de Londres, justement d'avoir parmi les premiers, avant même 1700, formulé l'hypothèse d'une évolution biologique. Il en vient à cette idée par sa collection des fossiles. Alors, nous n'avons pas de portrait de Robert Hooke, dont l'historiographie a été gommée notamment par Newton, son grand rival, mais il a laissé beaucoup de dessins de ce qu'il a observé, en particulier les fameux fossiles. Il est l'un des premiers à les interpréter comme des restes minéralisés d'anciens êtres vivants, et il constate que ces êtres fossiles diffèrent des formes actuelles, même lorsqu'on peut les rapprocher. Hein, lorsqu'elles sont ressemblantes, elles ne sont pas exactement semblables. Et donc, il imagine, bien que l'on reste dans un domaine vraiment très subjectif, que ces euh, espèces ont pu être les ancêtres des nôtres, et donc évidemment qu'il y aurait eu une évolution biologique au travers des temps. Tout cela reste évidemment extrêmement subjectif, mais le XVIIIe siècle consolide ces interrogations et ces remises en question. L'un des principaux problèmes de l'époque, c'est celui de la question de l'espèce. Pour savoir si les espèces se transforment, il faut déjà avoir une idée assez précise de ce qu'est l'évolution biologique, l'espèce biologique. Et de ce point de vue,
le XVIIIe siècle tout entier a réfléchi justement à la définition de l'espèce et aux limites de l'espèce biologique. Par exemple, Réaumur, qui était un savant polymathe, hein, également très célèbre pour ses expériences de physique, tente d'accoupler une poule et un lapin pour voir s'ils peuvent produire quelque chose ensemble. Le XVIIIe siècle se passionne ainsi pour les hybrides, pour la question hein, donc des limites de l'espèce. Par exemple, en littérature comme en sciences, l'idée de pouvoir avoir des descendants entre les hommes et les grands singes passionne absolument les salons et les cercles académiques. La question est posée de manière un peu plus formelle par l'intendant du Jardin des plantes pendant l'essentiel du siècle des Lumières, le célèbre Buffon, qui, dans sa monumentale Histoire naturelle, questionne véritablement l'origine des espèces qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, le cheval et l'âne. Et pour Buffon, le créateur a probablement forgé une sorte de prototype des animaux équins, plutôt que créer spécialement chacune des espèces de cette famille, comme le cheval et l'âne. Cette proximité, elle s'explique aussi par le fait que les ânes et les juments, ou les chevaux et les ânesses, peuvent produire des mulets, peuvent produire des hybrides, qui généralement sont inféconds, mais qui néanmoins peuvent apparaître, qui peuvent naître. Et ça, c'est un indice du fait que les espèces, bien que distinctes, ne sont pas forcément complètement séparées. Alors, c'est un premier coin, un premier biais qui est ainsi inscrit contre la doctrine créationniste. Et Buffon, justement, élabore toute une théorie de la dégénérescence des espèces. Il faut comprendre une sorte d'évolution, hein, au moins limitée, qui donnerait un ancêtre commun aux espèces proches au sein de la classification. Ces interrogations sur l'espèce sont confirmées par la passion qu'ont les naturalistes du XVIIIe siècle pour les monstres, les monstruosités, les êtres qui diffèrent justement du prototype de leur espèce. Alors j'ai pris quelques exemples. Il se trouve qu'il existe des dissertations de Jean Marchand, qui est un naturaliste du début du XVIIIe siècle, au sujet d'un lézard à deux queues ou d'une rose monstrueuse, et qui font référence à une observation assez fréquente dans les fermes et les basses-cours, c'est-à-dire qu'il arrive de temps en temps des erreurs de la nature, des animaux notamment, ça se retrouve aussi chez les plantes, qui ne se conforment pas au type habituel de l'espèce. Et certains se demandent évidemment quelle est l'origine de ces anomalies et si ces anomalies ne pourraient pas être à l'origine de types nouveaux, de types légèrement différents qui, de proche en proche, conformément à l'hypothèse de Buffon, pourraient dégénérer vers la formation d'espèces nouvelles. C'est notamment l'interrogation que se pose Maupertuis, qui est lui aussi un physicien newtonien, extrêmement intéressé également par l'histoire naturelle et les questions de la génération, les questions de la reproduction. Il établit des arbres généalogiques de familles humaines qui possèdent 6 doigts à la main, ou 6 orteils, ou 6 doigts et 6 orteils, en constatant que fréquemment, cette bizarrerie se trouve héréditaire. Auquel cas, eh bien, il existe justement une variation dont on ne connaît pas l'origine, mais qui semble évidemment accidentelle, et qui pourrait, de l'intérieur de l'espèce, la transformer, la changer. C'est donc, dans tous les cas, une remise en question du dogme fixiste et créationniste, même si on n'en est pas encore à l'idée véritablement d'une évolution au sens moderne du terme. Mais c'est déjà le XVIIIe siècle qui pose ces hypothèses. Et par exemple,
Nicolas Duchesne, qui est botaniste au Jardin du Roi, alors non, enfin, à Versailles et à Paris, qui est spécialiste des fraises, des fraisiers. Et il observe un jour qu'il a semé des fraises, l'apparition d'une nouvelle variété qui se reproduit également par semis, donc un changement héréditaire dans la forme des feuilles. Normalement, les fraisiers présentent des feuilles avec 3 lobes caractéristiques, comme on voit sur la photographie de gauche, alors que sa variété à lui, Monophylla, bah, justement, elle ne présente qu'un seul lobe par feuille. Cette micro-variation, hein, ce tout petit changement, est à l'origine au moins d'une variété particulière d'espèces de fraises. Et Nicolas Duchesne se demande si eh bien, ce ne serait pas tout simplement le début d'une grande aventure évolutive et qu'on ne pourrait pas comprendre ainsi de proche en proche comment, à partir d'un prototype initial, les différentes plantes auraient changé à partir d'un ancêtre commun. C'est évidemment hein, l'hypothèse de l'évolution qui avait déjà été posée par Hooke une bonne soixantaine d'années auparavant. Et j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que pendant très longtemps, c'est-à-dire en fait jusqu'à environ l'an 2000, les historiens de la biologie ont nié complètement et farouchement l'idée qu'il y avait pu y avoir un évolutionnisme des Lumières. Aujourd'hui, on pourrait écrire un livre entier sur justement cette remise en cause du créationnisme et du fixisme, aboutissant à différentes variantes d'un transformisme, on va dire, hein, d'un évolutionnisme qui, selon les auteurs, est limité aux variétés au sein de l'espèce, parfois aux espèces à l'intérieur du genre, parfois même aux différents genres d'une même famille. Et on aboutit évidemment en 1800 à la très célèbre théorie générale de Lamarck. C'est pour ça qu'il est célèbre, hein, parce qu'il produit la première théorie globale de l'évolution, celle qui présente l'ensemble des espèces, en tout cas l'ensemble des espèces animales, parce qu'à ce moment-là, c'est sur les animaux qu'il travaille, comme descendants d'un ancêtre commun. Et on lui doit notamment un arbre phylétique, hein, comme on appelle aujourd'hui, une sorte d'arbre généalogique des types d'animaux qui commence, vous voyez, aux vers et aux infusoires, hein, en haut de l'image, c'est-à-dire les microbes, au fond, hein, des organismes petits et qui apparaissent apparemment relativement simples, et qui, de proche en proche, peuvent aboutir jusqu'aux animaux les plus complexes, les oiseaux et les mammifères, hein, c'est le M que l'on trouve tout en bas de l'image. Parce que, évidemment, on considère encore que ce sont les mammifères les plus complexes. Lamarck n'utilise pas le mot d'évolution, mais il utilise volontiers le terme de transmutation, et d'ailleurs ça lui a été beaucoup reproché, puisque ce faisant, il donne à penser que la transformation des espèces pourrait avoir un rapport avec l'alchimie, la transmutation des minéraux et des matières, qui est alors, à cette époque déjà en 1800, complètement réfutée, complètement rejetée par les chimistes, et notamment par la nouvelle chimie de Lavoisier. Ces idées de Lamarck, elles concernent donc le fait de l'évolution. Pour lui en particulier, l'anatomie des espèces montre que l'on peut les ranger de proche en proche dans une série de transformations. Et il est aussi le premier à formuler un peu en détail une théorie des mécanismes de l'évolution. Il est resté célèbre d'ailleurs, hein, évidemment, pour l'hypothèse de l'hérédité des caractères acquis. L'idée, c'est évidemment qu'il y a un rapport assez proche entre les espèces et le milieu dans lequel elles vivent, et donc son hypothèse, relativement simple et bien sûr cohérente sur ce plan, hein, c'est l'idée que la nature adapte les espèces à leur environnement. Par exemple, on trouve dans les cavernes privées de lumière des poissons qui naissent sans yeux, qui sont tout à fait privés de cet organe. Et c'est un argument, évidemment, pour Lamarck, comme il utilise le fait que la taupe est un animal myope, et beaucoup de mammifères qui vivent dans les milieux souterrains ont une très mauvaise vue, précisément parce qu'ils ne l'exercent pas dans leur milieu souterrain.
L'argument le plus célèbre de Lamarck, c'est bien sûr celui de la girafe, qui est encore très mal connu hein, en Europe à cette époque. La première girafe arrive justement en France à la fin des années 1820. Et l'aspect spectaculaire de cet animal, c'est bien sûr son long cou, sa haute taille, de toute façon portée aussi sur ses grandes pattes, que Lamarck explique par le fait que les générations successives ont tendu ce cou, tiré sur cet organe pour manger les feuilles situées au plus haut des arbres. Ces caractéristiques sont, d'après Lamarck, tout à fait transmises hein, de génération en génération. C'est admis généralement à son époque, hein, cette hérédité des caractères acquis, et donc ça offre une explication qui paraît cohérente. Mais l'ensemble est alors vigoureusement condamné dans une controverse qui commence en 1805 et qui connaît un paroxysme en 1830. Un an après la mort de Lamarck, mais Lamarck est alors relayé par un autre naturaliste d'une très grande qualité, qui est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Mais ce groupe des premiers transformistes trouve en face d'eux le puissant baron Cuvier, qui est alors secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui est appelé par la contemporanéité comme un Napoléon de l'intelligence. Il est en même temps très impliqué dans l'administration et la vie politique de son époque. Et Cuvier s'arc-boute sur la doctrine traditionnelle, créationniste, fixiste, et il réfute point par point les arguments de Lamarck, parfois de manière franchement apodictique, hein, de manière dogmatique, en s'appuyant sur la Bible, et parfois de manière franchement subtile, parce que il n'est pas tout à fait, enfin c'est pas difficile en fait de réfuter Lamarck sur justement l'évolution, l'adaptation des espèces par rapport à leurs besoins. Et là-dessus, évidemment, Cuvier met le doigt facilement sur les points faibles de cette doctrine initiale. Le grand argument qui est débattu à l'époque, c'est celui des ibis, des momies d'ibis rapportées par l'expédition d'Égypte, hein, en suivant Bonaparte en Afrique en 1799. Les momies réalisées par les Égyptiens montrent que ces oiseaux sont exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évolution en 3000 ans. Alors évidemment, Lamarck réagit immédiatement en disant, bien sûr, en 3000 ans, dans un pays qui n'a pas changé pour son environnement, c'est toujours le climat chaud et désertique, pourquoi voudriez-vous voir une évolution? Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'a pas encore d'idée que la Terre serait vieille de centaines de millions, voire de milliards d'années. La chronologie officielle, celle en tout cas sur laquelle s'appuie l'Église, c'est toujours à peu près 10 000 ans. Du coup, à 3000 ans, ça pèse et ça permet de placer l'évolution sous cloche. C'est une théorie qui est connue, qui est publiée, mais qui n'est pas adoptée par la communauté scientifique. Et bien sûr, c'est là qu'intervient le célèbre Charles Darwin, après son voyage autour du monde à bord du navire Beagle. Ce voyage de jeunesse lui permet d'abord de se faire un nom, ensuite de collecter un très grand nombre de faits, de spécimens biologiques, et de se poser quantité de questions, notamment au sujet de l'origine des espèces. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple de l'évolution insulaire, puisque c'est le thème de la seconde conférence de l'après-midi, mais dans tous les cas, Darwin fait date quand il publie L'origine des espèces en 1859, précisément parce qu'il cumule, parce qu'il assemble, en les compilant, un très grand nombre d'arguments en faveur de l'évolution des espèces. Et c'est comme ça qu'il convainc la communauté scientifique et même une partie importante de l'opinion publique. C'est parce que son livre est une telle somme de preuves nombreuses, diverses et variées, provenant de l'ensemble des disciplines de l'histoire naturelle, qu'il entraîne la conviction. Alors d'ailleurs, ça lui est reproché au plan de la méthode, hein, de ce qu'on appelle l'épistémologie en sciences, hein, des fondements philosophiques de la connaissance, c'est de dire que Darwin n'a pas apporté de preuves immédiates, de preuves directes
comme quoi on pourrait transformer les espèces. Parce que précisément, répond Darwin, cela prend des milliers, voire des millions d'années pour changer l'espèce. En revanche, si l'on compile les preuves de l'anatomie, telles que montrées sur la planche que je dévoile maintenant, ou de l'embryologie, ou de la biogéographie, de l'étude comparative des espèces, et j'en passe, et d'autres, eh bien là, l'intuition est largement confirmée et la conviction doit être établie définitivement. Alors, par exemple, l'argument anatomique chez les vertébrés, bien, c'est que l'ancêtre commun permet d'expliquer pourquoi les plans des très nombreuses espèces se ressemblent à ce point et qu'on retrouve, par exemple, dans le membre antérieur, hein, d'espèces qui utilisent ces membres antérieurs pour des locomotions ou pour des fonctions tout à fait différentes, telles que la préhension chez l'homme, bien sûr la marche chez le chat, la nage chez la baleine ou le vol chez la chauve-souris, mais on pourrait multiplier évidemment les exemples. On retrouve les mêmes os dans les mêmes connexions. Alors évidemment, ces os n'ont pas les mêmes dimensions, n'ont pas la même épaisseur, mais on retrouve néanmoins ces mêmes os dans les mêmes connexions. Et ça s'explique très très bien, évidemment, par l'idée d'héritage provenant d'un ancêtre commun qui possédait déjà des os homologues dans les mêmes connexions. Et un argument très proche de celui-ci, c'est bien sûr l'argument des organes vestigiaux. Pourquoi, dans le squelette de la baleine, trouve-t-on des rudiments de bassin et d'os des jambes? Puisqu'évidemment, la baleine n'a pas de jambes. Eh bien, ça s'explique évidemment non pas par l'idée que le créateur serait resté sur sa planche à dessin de l'ingénieur, hein, qui emploierait toujours les mêmes éléments, mais parce que la baleine est issue d'un quadrupède, hein, d'un animal qui avait aussi des pattes arrière, pattes qui se sont résorbées, qui ont disparu parce que l'animal les utilisait moins, n'avait plus cette utilité dans son milieu marin. Et de proche en proche, on peut expliquer des tas d'anomalies anatomiques ou de bizarreries en tout cas, telles que les doigts rudimentaires dans le pied du cheval ou la patte de la vache, etc., etc. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui n'entre pas dans l'explication créationniste et fixiste, et au contraire, qui correspond à un argument déterminant dans la logique transformiste. À la même époque, je l'ai dit, Darwin publie L'origine des espèces en 1859, et c'est au même moment que l'on découvre en Bavière les premiers ancêtres des oiseaux, hein, des oiseaux très primitifs, Archaeopteryx. Vous avez un fossile représenté à droite de l'image et une reconstitution à gauche qui répond justement à l'une des critiques qui était largement émise par Cuvier et par l'ensemble des créationnistes de tous les temps, qui est que si l'évolution est vraie, les archives fossiles devraient présenter des êtres intermédiaires, hein, justement, entre les grands types de la classification qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, Archaeopteryx correspond à ce chaînon qui n'est pas manquant, puisqu'il est présent, entre des reptiles qui ressemblent plus ou moins à des dinosaures, hein, et les oiseaux modernes. Ils possèdent encore des doigts sur les ailes. Ils possèdent aussi des dents, hein, par exemple, alors que les oiseaux d'aujourd'hui n'en ont plus. Ils présentent donc une combinaison de caractères, certains qui semblent justement primitifs et qui le relient dans l'arbre du vivant à d'autres groupes de la classification qui, justement, témoignent de cette ramification, hein, de l'évolution par transformation des espèces au fil des temps. Donc les arguments anatomiques, embryologiques, géographiques, paléontologiques, bien sûr, tout cela donne une force extrême à l'argumentation de Darwin. Mais en plus de cela, comme Lamarck avant lui, Darwin présente une théorie originale de l'évolution. Mais à la différence de Lamarck, celle-ci reste pour l'essentiel valable aujourd'hui. Darwin fait preuve d'une extrême sagacité et justement en concevant dès le début que justement la transformation des espèces s'explique par un mécanisme qui est tout à fait validé
depuis lors. Ce mécanisme, il repose sur 2 piliers essentiels qui sont la variation, hein, les changements individuels d'une part, ceux qu'avaient déjà observé les naturalistes des Lumières autour des monstres, et puis d'autre part, la fameuse sélection naturelle. Alors brièvement, hein, la singularité des individus, elle n'est pas forcément évidente pour le chercheur qui n'est pas entraîné, qui n'est pas exercé. Elle est parfois plus simple à voir. Par exemple, là, dans la planche que j'ai montrée, le polymorphisme de l'escargot des haies, hein, Cephaean et Moralis, qu'on trouve dans nos jardins, un petit escargot jaune ou rose, ben, souvent la morphologie de sa carapace présente une grande variété qui montre que en fait, chaque individu est différent. Les éleveurs savent très bien reconnaître leurs vaches ou leurs moutons au sein du troupeau, alors que le kidam qui n'est pas averti a l'impression que ce sont tous les mêmes. Nous, nous savons évidemment au sein de notre espèce facilement distinguer les visages, par exemple, et bien sûr l'allure corporelle générale des individus de notre espèce, qui révèlent tous de grandes différences, enfin, des grandes ou des petites différences, mais qui font que chacun est unique. Même les vrais jumeaux, d'ailleurs, hein, les membres de leur famille et ceux qui les fréquentent habituellement peuvent les distinguer. Et ça ne fait partie que des caractères visibles. Parce qu'il faut imaginer aussi que nos organes, notre physiologie, notre comportement, notre écologie nous prédispose à des variantes, ce qui fait que voilà, les individus sont tous différents. Une grande partie de ces différences, pas toutes, mais une partie notable, est héritable et transmise à nos enfants. Et c'est une banalité que de dire ça, hein, mais bien sûr, on connaît bien l'héritabilité de la couleur de la peau, par exemple, parmi des quantités d'autres facteurs. Et c'est à partir de cette variabilité naturelle que Darwin observe justement le rôle des éleveurs. Il était éleveur lui-même, Darwin, pour mettre à l'épreuve sa théorie. Et justement, il prend des exemples variés, bon, chez le chien, par exemple, mais c'est valable chez les vaches, c'est valable pour les plantes également domestiquées. Les cultivateurs ou les éleveurs sélectionnent les individus qui correspondent à leurs attentes, parce que ce sont les plus productifs. Chez les chiens, par exemple, ceux qui gardent le mieux les troupeaux, qui sont les plus dociles, hein, par rapport aux loups primitifs qui pouvaient être peut-être plus agressifs, et ce faisant, donc, les font reproduire entre eux et aboutissent de proche en proche à des races différentes. Darwin lui-même, je vous l'ai dit, pardon, j'ai un peu anticipé, donc, était éleveur notamment de pigeons et il a largement mis à l'épreuve ces idées correspondues avec beaucoup d'éleveurs de pigeons de son époque pour voir si justement les caractéristiques sélectionnées étaient héritables et dans beaucoup de cas, eh bien, il a pu obtenir des variétés différentes et c'est là qu'il considère que c'est un modèle pour l'évolution biologique. Alors, sauf que dans la nature, quand l'homme n'est pas présent, il n'y a pas évidemment de sélectionneur, hein, pour jouer ce rôle de quelles caractéristiques sont retenues. Et c'est le génie de Darwin, justement, que d'avoir forgé l'expression de sélection naturelle. À partir du moment où existe un ancêtre commun dans un environnement relativement uniforme, comme cette forêt à gauche, et que l'environnement est fracturé, fractionné, bon, par une rivière, un bras de mer, une montagne, que sais-je, un obstacle qui est difficile à franchir pour les membres de cette espèce, eh bien, la nature va favoriser les individus qui sont adaptés à tel milieu dans un endroit et évidemment aux différences du milieu dans l'autre endroit. Comme les caractéristiques sur l'image, hein, comme les caractéristiques du sol, du climat, de la pluviosité, de la température ne peuvent pas exactement être les mêmes, alors les conifères qui sont présents vont être plus ou moins favorisés, plus ou moins avantagés ou au contraire éliminés. Donc mettons que à gauche le climat soit relativement plus froid, eh bien, les individus qui sont naturellement plus résistants au froid se retrouvent avantagés, vivent plus longtemps, laissent davantage de descendants et de proche en proche, leur population se transforme en faveur de cette résistance au froid. Et puis, mettons que dans la partie de droite, au contraire, ce soit un milieu plus chaud, mais peut-être aussi plus sec,
Eh bien, de cette manière, la population qui est là se trouve de proche en proche au fil des générations, adaptée à la sécheresse, au point qu'au bout de centaines de milliers, voire de millions d'années, eh bien, on puisse aboutir à deux espèces différentes. C'est-à-dire que on ne puisse plus marier, on ne puisse plus accoupler, on ne puisse plus apparier les individus de ces deux populations, qu'ils ne forment plus d'individus hybrides, et qu'à ce moment-là, ils correspondent à la définition biologique de l'espèce. Cette sélection naturelle, elle va mettre en réalité 70 ans pour être admise par les naturalistes. Et en attendant, la grande nouveauté de l'époque, c'est le travail sur les mutations, c'est la découverte de la génétique. Le moine Mendel avait déjà réalisé des expériences sur les petits pois qui montraient l'héritabilité des caractères, mais en réalité, ces lois fondamentales de la génétique, elles sont redécouvertes en 1900, à partir de 1900, notamment par le brillant botaniste néerlandais Hugo de Vries, qui est aussi l'un des premiers à avoir attiré l'attention de nouveau sur la mutation, hein, sur la variabilité accidentelle et aléatoire, qui n'a plus rien à voir, du coup, avec l'hérédité des caractères acquis de Lamarck, qui est définitivement réfutée par Weismann en 1883. Vous connaissez peut-être la célèbre expérience des souris de laboratoire, par lesquelles Weismann a coupé la queue de ces souris pendant 8 générations. Bon, c'est un petit peu barbare, c'est un peu cruel, mais ça lui a permis de montrer au monde entier qu'il n'y avait pas d'héritabilité de ce raccourcissement, hein, pas d'héritage de ces mutilations, et de proche en proche. Donc la communauté scientifique s'est convaincue qu'il n'y avait pas d'héritabilité des caractères acquis. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'élément de base du changement biologique, ce sont des mutations génétiques aléatoires. Mais il ne faut pas croire que cette idée se soit défendue et se soit développée comme ça, hein, dans la communauté scientifique. Au contraire, les résistances ont été extrêmement fortes. Et ça a été notamment le rôle de Thomas Hunt Morgan de Caltech, hein, aux États-Unis, de démontrer justement très scientifiquement le rôle de ces mutations génétiques. Lui-même d'ailleurs ne croyait pas aux lois de Mendel initialement, jusqu'à ce qu'il découvre dans ses élevages de drosophiles, les petites mouches des fruits que l'on trouve, y compris chez nous, hein, surtout à l'automne. Les mouches drosophiles, normalement, elles ont les yeux rouges, et il découvre un jour dans ces élevages un individu variant, un mutant, qui présente des yeux blancs. Et alors, il a l'idée, évidemment, d'expérimenter pour voir la descendance de ce mutant. Et il se trouve que cette descendance, elle est parfaitement conforme aux prédictions statistiques des lois de Mendel. Alors, ces lois sont complexes, je n'ai pas le temps de les détailler, mais elles fondent justement cette génétique classique qui donne désormais une base à ce qui était une lacune du travail de Darwin, c'est-à-dire mais comment la nouveauté évolutive peut-elle apparaître au sein des populations? Donc, désormais, on commence à avoir des éléments de réponse avec ces fameuses mutations génétiques qui apparaissent aléatoires. Alors, vraiment, c'est toujours un souci au sein de l'opinion publique, de l'habitude, hein, du grand public, de se dire oui, vous dites les mutations génétiques sont aléatoires, elles sont accidentelles. Oui, mais il faut bien comprendre que c'est dans un sens purement statistique, hein. Nous sommes tous mutants, en moyenne pour 3 de nos gènes, et on vit quand même pour la plupart avec. Ça peut générer des handicaps, ça peut révéler des avantages, et dans ce cas-là, évidemment, c'est la sélection naturelle qui effectue le tri. Voilà une représentation évidemment qui n'est pas qui est très très simplifiée, hein, du gène qui est inscrit dans les chromosomes, que l'on trouve au sein de chaque cellule de l'être humain comme de l'ensemble des êtres biologiques. Ces gènes, hein, sont constitués d'une suite d'acides nucléiques qu'on représente par convention sous la forme de lettres. Et on voit que l'interversion d'une lettre, un changement, par exemple sur la ligne du haut, vous voyez, on a changé 2 lettres, un C et un G qui, dans la ligne du bas, sont devenus un A et un T. Dans un cas, eh bien, ça ne produit pas de changement
dans la configuration de la protéine codée par ce gène qui remplit la même fonction habituelle. Donc, en fait, il n'y aura pas d'évolution. Il y a une évolution au niveau, si vous voulez, de l'ADN, mais qui n'a pas de traduction dans ses fonctions biologiques. Dans l'autre cas, au contraire, la fonction est empêchée parce que la mutation se traduit directement dans la forme de l'organisme au niveau moléculaire et donc aussi au niveau physiologique. Ça, c'est l'ensemble de ce qu'a démontré la biologie moléculaire. Et c'est l'intégration de l'ensemble de ces découvertes issues de la biologie, de la génétique classique, de la génétique moléculaire et aussi de la génétique des populations, hein, à travers notamment les élevages de drosophiles, qui permet une nouvelle grande synthèse, une étape décisive dans l'histoire de l'évolutionnisme, la théorie synthétique de l'évolution, comme son nom l'indique, au milieu du XXe siècle. Elle est produite de la collaboration, de la coopération de très nombreux savants issus de disciplines différentes, dont évidemment la génétique. Deux accomplissements méritent d'être connus. L'expérience célébrissime sur la phalène du bouleau, hein, ce petit papillon nocturne qui vit camouflé sur les troncs des arbres. Il se trouve qu'au début du XXe siècle, en Angleterre, la pollution industrielle par la suie des charbons a noirci les troncs et fait que les oiseaux prédateurs qui chassent à vue repéraient désormais très facilement les phalènes blanches, alors qu'une mutation noire très rare existait et se trouvait, par chance, hein, préservée dans ce nouvel environnement pollué. Et bien sûr, la génétique des populations a montré que c'est cette variété noire qui s'est alors largement diffusée au sein de la population et qui a permis donc de valider les hypothèses de la sélection naturelle dans la communauté scientifique. Depuis lors, hein, bien sûr, des centaines d'autres expériences et cas d'école ont validé justement ces hypothèses centrales déjà émises par Darwin. Un autre accomplissement de taille, et notamment en paléontologie, ce qui n'était pas gagné, a démontré cette évolution à petits pas, à la fois par la transformation, on va dire, directionnelle, hein, et la séparation dans les espèces nouvelles. Chaque caractère biologique, surtout si c'est un caractère quantitatif comme la taille, peut être représenté par une courbe de Gauss, hein. Si on imagine que cette courbe représente la taille des individus humains, vous aurez très très peu de nains, très très peu de géants aux deux extrémités de la courbe et une grande majorité de la population très proche de la moyenne de l'espèce, hein, de la population. Mettons maintenant cette courbe dans la file du temps. Et c'est ce que l'ont pu faire certains paléontologues, en particulier quand ils ont affaire à beaucoup de fossiles, dans des gisements extrêmement denses, par exemple chez les rongeurs du Quaternaire. Alors, ils observent que la moyenne peut fluctuer au fil du temps, évidemment en rapport notamment avec les changements bioclimatiques de l'environnement. C'est justement les directions de la sélection naturelle, qui peut même aboutir dans certains cas à une spéciation, c'est ce que vous voyez au sommet de l'image, hein, à la ligne E, c'est-à-dire une séparation de la population en deux, notamment lorsqu'elle est séparée par un obstacle géographique, comme la rivière que j'ai montrée tout à l'heure. À ce moment-là, on a la séparation de deux populations qui peuvent mener à deux espèces différentes. Voilà, c'est ce que les spécialistes présentent, hein, sous les noms de anagenèse à gauche, transformation globale de la population, en quelque chose d'autre, par exemple au niveau des couleurs, pourquoi pas de la forme du bec, la taille, le régime alimentaire et tous les caractères biologiques. Et puis à droite, vous avez là une cladogénèse, hein, c'est-à-dire une divergence à partir d'un ancêtre commun vers des espèces nouvelles, qui expliquent donc la ramification de l'arbre du vivant à partir d'un petit nombre de formes jusqu'à la biodiversité extraordinaire que représente la Terre d'aujourd'hui. Une dernière étape, parce que je sais qu'on arrive au terme de cet exposé, est marquée à la fin du XXe siècle par la théorie synergique de l'évolution. Ce nom veut indiquer justement une étape supplémentaire par rapport à la synthèse. Elle inclut beaucoup de découvertes, elles aussi nouvelles, mais je simplifie, en deux piliers de cette théorie synergique. Les macromutations, hein, longtemps les généticiens ont attiré l'attention sur des tout petits changements géniques et pratiquement en fait invisibles relevant de la biochimie animale ou végétale, microbienne. Désormais,
on comprend comment les gènes fonctionnent en cascade, codent pour aussi le corps, le plan du corps de l'organisme, et que dans quelques cas, une toute petite mutation génique peut produire une macro-mutation phénotypique sur l'organisme, telle ici que cette mutation bithorax, qui offre à une mouche une double paire d'ailes, d'emblée fonctionnelle, macro-changement qui est désormais intégré aussi, évidemment, à la théorie des mécanismes de l'évolution qu'on ne comprenait pas encore au milieu du XXe siècle. La théorie synergique, elle se distingue aussi par la prise en compte de la sélection, non plus seulement au niveau de l'organisme, là où Darwin l'avait particulièrement bien étayé, et où les preuves avaient été administrées par la théorie synthétique de l'évolution, mais à tous les niveaux d'intégration du vivant, les gènes, les cellules, les organismes, et aussi les groupes d'organismes. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire qui a été mis en œuvre à partir des années 1980. En particulier, la sélection de groupes, désormais, elle est largement fondée au niveau des équations, au niveau des travaux de laboratoire et des observations dans la nature. Longtemps, on a cru que la sélection, c'était en gros la lutte de tous contre tous, et donc de la survie des individus égoïstes, qui font passer leurs propres intérêts, on va dire, biologiques, avant les autres. Bien sûr, ça ne rendait pas compte de l'évolution des espèces sociales, comme les suricates, ou bien sûr comme l'homme. Nous savons aujourd'hui, bien sûr, que le groupe est plus fort que l'individu, l'union fait la force, et on en connaît aussi un certain nombre de bases génétiques et sélectives qui permettent d'expliquer pourquoi, par exemple, le suricate qui donne l'alerte quand un prédateur apparaît, bien sûr qu'il se met en danger parce qu'il attire l'attention du prédateur sur lui, il risque de mourir et de ne pas transmettre ses gènes à sa descendance. Mais en même temps, il favorise la survie du groupe, la survie de ses apparentés et en fait de l'ensemble de l'espèce qui possède l'essentiel de ces gènes et peut les propager à la génération suivante. De proche en proche, on est arrivé aussi à se rendre compte qu'il y avait comme ça des entraides que la sélection favorise à l'échelon de l'écosystème. Les herbivores de la savane du Serengeti sont concurrents par rapport aux végétaux qu'ils consomment. Néanmoins, on s'est rendu compte aussi qu'ils étaient surtout complémentaires. Par exemple, les gnous ont un odorat tout à fait excellent. Les zèbres ont une très bonne vue. Les gazelles, une ouïe très fine. Et grâce à cela, évidemment, ils combinent les moyens de repérer les prédateurs. La sélection favorise ainsi, on va dire, le groupe, l'écosystème forgé par ces herbivores qui se trouvent mieux protégés contre les prédateurs. Et la théorie de l'endosymbiose et des coopérons explique ainsi comment, en fait, dans l'ensemble de l'histoire de la vie, on a pu passer de molécules relativement isolées ou simples à des organismes de plus en plus compliqués, au sens où ils intègrent un plus grand nombre d'éléments. Déjà, les bactéries incluent des descendants d'organismes qui étaient primitivement séparés, comme les mitochondries. Et les organismes multicellulaires, comme leur nom l'indique, ils sont des coopérations de millions, voire de milliards de cellules, comme nous, bien sûr. Il existe aussi des coopérations sociales, que ce soit chez les abeilles et les fourmis, que ce soit évidemment chez les mammifères, comme nous-mêmes, pour montrer que la sélection naturelle ne favorise pas seulement les individus, ou les individus les plus égoïstes, mais aussi des formes très compliquées. L'arbre du vivant est donc aujourd'hui relativement bien expliqué, même s'il reste encore plein de zones d'ombre et beaucoup de choses passionnantes à découvrir et à expliquer. Et je voulais terminer par cette image pour vous montrer, vous voyez, juste avant, l'arbre du vivant, une toute petite partie des mammifères d'aujourd'hui, tels qu'on les représente dans leur lien d'apparentement par rapport à l'ancêtre commun. Et je voulais vous montrer que les travaux des historiens tentent aujourd'hui à montrer sur le même modèle l'arbre de la diversité des théories explicatives de l'évolution qui se branchent également les unes les autres par rapport à des mutations intellectuelles dans la prise en compte des découvertes et la sélection de ces théories en fonction justement de leur pertinence par rapport aux connaissances de l'époque. Voilà, je suis sûr que cet exposé aura suscité beaucoup de questions et donc je suis prêt à les écouter. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Cédric de cet exposé parfaitement conçu et très, très intéressant.
Avant de passer la parole à Jean-François, moi j'ai déjà une petite question, ce qui leur permettra peut-être de bien synthétiser les interventions du public. Quelles sont finalement les principales réticences de la communauté enfin, scientifique et non scientifique à Darwin? Et c'est-à-dire, quels sont les principaux objectifs, mais qui ne sont pas d'ordre scientifique, qui auraient pu bloquer, disons, la compréhension et l'adoption de cette théorie, et même de Darwin lui-même? Est-ce que finalement, quels sont ces facteurs bloquants? Oui, bah, ils sont de deux ordres, hein, bien sûr. D'abord religieux. Euh, Quand Darwin réalise qu'il est devenu évolutionniste dans les années 1830, il écrit dans ses cahiers, j'ai l'impression de confesser un meurtre. Alors, c'est violent quand même, hein, c'est extrêmement important. Il avait été élevé dans la religion anglicane, dans la conception théiste et finaliste traditionnelle, qui était encore largement dominante à son époque. Et vous n'êtes pas sans savoir que aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, des groupes créationnistes, dont on retrouve d'ailleurs aussi des équivalents dans les pays musulmans, par exemple, ou en Europe, s'opposent pour des raisons religieuses, hein, à une interprétation naturaliste de l'évolution. Et puis, je l'ai dit brièvement dans l'exposé, mais il y avait un argument de type épistémologique qui était très fort à l'époque. Il a été fortement reproché à Darwin, notamment de la part des physiciens, des chimistes, justement, de donner naissance à une théorie indirecte des preuves de l'évolution. Ils auraient aimé, justement, que l'on puisse leur montrer, littéralement, hein, produire sous leurs yeux des changements biologiques. Et Darwin le fait à partir des variétés. Il montre les éleveurs, les cultivateurs changent sous nos yeux les espèces domestiquées. Mais de là à aboutir à une nouvelle espèce, c'est-à-dire à des individus qui ne peuvent pas se reproduire avec leurs parents ou avec les formes non changées issues des mêmes parents, eh bien ça, il faut malheureusement un très grand nombre de générations. Ces preuves existent aujourd'hui. L'évolution a été réalisée en laboratoire. Elle a été réalisée aussi dans des conditions naturelles, notamment dans les îles. Je pense que le conférencier de la deuxième partie illustrera ce cas parce qu'il est justement, il fait école. Hein. On est capable aujourd'hui de produire des espèces nouvelles en accélérant artificiellement le temps, en fait, hein, au niveau des générations. Merci Cédric. Je vais me tourner vers Jean-François. Jean-François, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as Oui, pu oui, je connecter m'entends quelques très bien. questions? Je voulais déjà remercier encore pour cet exposé-là. Et donc, c'était sur la première partie, sur la partie qui concerne je veux dire, la période des Lumières. Est-ce que dans cette période des Lumières, est-ce que cette efflorescence qui commence à apparaître, est-ce qu'elle était le fait de gens habitués des cabinets de curiosité sans qu'il y ait beaucoup en réalité de diffusion? Et en corollaire, est-ce qu'il y a eu des réactions violentes des différentes églises chrétiennes ou des corps constitués de leurs collègues? Les deux. Alors, Buffon, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, a été censuré par la faculté de théologie de la Sorbonne en 1749 et il a dû se rétracter en disant qu'il admettait tout ce qui était inscrit dans la Genèse et que ce qui était inscrit concernant l'évolution des espèces dans son livre n'était qu'une expérience de pensée, une réflexion sans fondement réel, puisque bien sûr, l'enseignement religieux dit comment les choses se sont passées. Ce n'est pas le seul cas. Par exemple, l'éminent géologue et paléontologue Jean-Louis Giraud-Soulavie a lui aussi dû faire face en 1780 à une cabale qui a conduit à la censure de son principal livre publié sur l'histoire naturelle de la Provence et du Midi de la France, alors que justement il avait publié plusieurs pages qui montraient, mais très très précisément, en fait, comment on pouvait ordonner la série des fossiles des terrains tertiaires, hein, donc relativement proches de nous, dans une série évolutive. C'était quand même des preuves qui aujourd'hui sont tout à fait admises, hein, en faveur de l'évolution. Et il a été barré, je dis barré parce que c'est presque un jeu de mots, il a été
obligé de se rétracter par un horrible individu qui s'appelle Augustin Baruel, qui était un membre de l'Église extrêmement virulent, qui s'est fait connaître, il est devenu célèbre dans les années qui ont suivi, comme étant l'un des principaux contempteurs de la Révolution française, comme étant l'un des principaux réactionnaires de l'idéologie conservatrice, monarchiste, hein, après 1789. Mais vous avez raison, il y a eu aussi des réactions au sein de la communauté scientifique. Et j'en veux pour preuve le grand débat à l'Académie des sciences entre Lemery et Winslow sur les monstres. Parce que je vous ai dit, hein, forcément, j'ai été très très vite dans ce panorama, mais il y aurait des tas de choses absolument fascinantes à raconter. Alors très vite, je vous dis deux choses, le débat sur les monstres et puis Guénaud de Montbéliard. Le débat sur les monstres, il se pose en fait en disant, est-ce que Dieu a pu vouloir des individus handicapés de naissance? Hein, c'est un choc moral que de pouvoir admettre, si Dieu est à l'origine de toutes les créatures sur Terre, de tout ce qui apparaît même dans les détails, alors il faut concevoir Dieu en fait comme une sorte de diable, hein, qui est capable de ça relève de l'origine du mal en fait, hein, dans le monde. Un vieux problème théologique vraiment passionnant et très compliqué. Les adversaires disent non, c'est plutôt la preuve que Dieu a créé les lois de la nature, mais il laisse la nature se développer comme ça par elle-même, et du coup, ça laisse la place à des changements qui, pourquoi pas d'ailleurs, ont pu être programmés par Dieu au début, mais parce qu'il aurait laissé une sorte de liberté dans les phénomènes naturels. L'autre exemple que je voulais donner, c'est qu'il faut continuer à chercher, parce que c'est très récent, je vous dis, c'est surtout mon travail, je ne veux pas me vanter, mais là, en l'occurrence, jusqu'à moi, en l'an 2000, c'est écrit dans les manuels, hein, il n'y a pas il n'y a pas d'évolutionnisme des Lumières. Hein. Et j'ai découvert vraiment par hasard, dans une traduction d'un livre du néerlandais en français, au milieu du XVIIIe siècle, dans une préface, mais quelques pages brillantes et extrêmement virulentes de Philippe Guénaud de Montbéliard, qui était un collaborateur de Buffon, qu'on connaît bien par ailleurs. Et en quelques pages, il dit en gros mort au créationnisme, cette doctrine est réfutée et il enchaîne des preuves extrêmement valables aujourd'hui. Et avec aussi, il utilise le mot transmutation, hein, que reprend Lamarck presque 50 ans plus tard. Donc c'est tout à fait brillant et voilà, il faut dire il y a encore des recherches à faire dans ce domaine. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole. J'aurai plein d'autres questions. Il y aura plein d'autres questions, bien sûr, à vous poser. Ce sera des occasions ultérieures, peut-être de soirées, hein, de débats qu'on pourra organiser là-dessus. Je laisse la parole, là, oui. Sonia, est-ce que tu as pu collecter quelques questions? Sonia, est-ce que tu m'entends? Apparemment, non. Si elle a pu, elle a, je vois, Sonia a d'ailleurs mis une question. Ah, d'accord. Qu'en est-il? Son micro est fermé. Oui. Alors, Sonia, on t'écoute. Je t'ai réactivé ton micro. Je ne sais pas si tu le vois maintenant. Ah, ça y est. Bonjour. Oui, tu m'as réactivé mon micro. Alors, donc, j'ai deux questions. Je ne sais pas si on aura le temps de traiter les deux. Donc, je vous les donne et comme ça, soit on a le temps de traiter les deux et on les traite, soit effectivement, vous ferez le tri. Donc, la première est, en fait, l'étude comparative des espèces du 19e siècle a-t-elle été confirmée par les études ADN d'aujourd'hui? Et la seconde est, l'homme augmenté par la technologie pourrait-il influencer l'homme augmenté par la nature? Oui, ben, leur réponse aux deux, oui, voilà. C'est l'un des énormes succès de la théorie de l'évolution, effectivement, que les arbres phylétiques, hein, c'est comme ça qu'on appelle l'arrangement des espèces par rapport aux ancêtres communs, plus proches ou plus lointains. Par exemple, on est plus proche du chimpanzé que de l'éléphant, mais ces trois espèces sont mammifères et on est ensemble plus éloigné des poissons, par exemple. Et ensemble, avec les poissons, plus éloigné des bactéries, etc. Bon. Cet arbre phylétique global, il a été largement confirmé par les études ADN et notamment les séquençages génétiques ont permis de montrer souvent quelles sont les mutations décisives qui séparent des espèces proches ou parfois plus lointaines.
Donc, on a des arbres comme ça de la biochimie, de la physiologie, du comportement, qui sont donc des vérifications a posteriori de la validité du fait de l'évolution. Quant à la question sur l'homme augmenté, elle est aussi très pertinente et le grand public la pose aussi très souvent, à juste titre, parce que l'évolution humaine continue. Elle n'est pas forcément très évidente, et pour cause, parce que en fait, l'évolution, chez surtout les grands mammifères, hein, elle prend généralement des centaines de milliers d'années. Le fait que notre espèce intervienne sur sa biologie, par exemple avec les vaccins, par exemple avec l'appareillage euh, mécanique, hein, et bien sûr avec les augmentations possibles, que ce soit des implants visuels ou des implants dentaires, pour faire le plus simple. Mais bien sûr, la science-fiction nous dit qu'on va pouvoir désormais pallier l'absence des membres, hein, on va pouvoir avoir des mains articulées, fonctionnelles, etc. Bon, bah oui, ça influence nécessairement la biologie de notre espèce, parce que nous changeons les conditions de sélection qui pèsent sur notre espèce. Tant que nous n'avions pas l'invention des vaccins et des principaux médicaments, par exemple, la sélection faisait que les individus à l'immunité la moins forte étaient statistiquement, hein, éliminés et ne laissaient pas d'enfants. Désormais, même des gens à l'immunité déprimée peuvent survivre longtemps, avoir des descendants et éventuellement transmettre cette déficience immunitaire. Elle n'est pas grave, puisque justement on peut y remédier artificiellement. Mais ça veut dire que, bien sûr, notre espèce doit prendre conscience du fait qu'elle modifie les conditions de sélection. Deux mots pour terminer là-dessus, parce que j'essaie d'être quand même très bref dans les réponses aux questions. Il semble aujourd'hui, enfin en tout cas les spécialistes sont d'accord sur le fait que la principale évolution de notre espèce, elle a lieu dans sa lutte contre les parasites et les maladies, les microbes, notamment les virus. C'est là qu'il y a une course aux armements, les virus pour être les plus efficaces et notre système immunitaire pour les éliminer. Ça n'empêche pas que si on regarde les choses d'un peu plus loin, non plus à l'échelle de centaines de milliers d'années, mais à l'échelle de millions d'années, il est clair que, d'ailleurs c'était aussi l'objet de l'exposé de Sandrine Pratt, hein, dans une conférence il n'y a pas si longtemps, la lignée humaine, elle est largement soumise à des pressions de sélection sociale et comportementale en rapport avec l'intelligence, et notamment l'intelligence sociale, qui sont des facteurs extrêmement importants de la vie individuelle et de groupe, hein, collective, chez Homo sapiens. Merci Cédric. Je vais me tourner vers Nicolas. Nicolas, est-ce que tu as encore une ou deux questions à nous poser? Est-ce que tu m'entends, Oui, Philippe? on t'entend, Nicolas. Alors, il y avait une dernière question. C'était l'évolutionnisme des Lumières a-t-il été un fait particulier à la France et à l'Angleterre? Je suppose que derrière, ça devait être. Est-ce que ça s'est aussi développé? Est-ce que c'était dans toute l'Europe ou dans. Oui. Alors, comme nous sommes français, nous aimons beaucoup parler de Lamarck, mais exactement en même temps, le grand-père de Darwin, hein, Erasmus Darwin en Angleterre, et Goethe en Allemagne abordent des sujets très semblables avec des hypothèses franchement connexes. Bon, c'est l'habitude en histoire des sciences de voir que quand une idée est mûre, elle apparaît dans plusieurs esprits à peu près au même moment. Ça, ce genre de coïncidence, elle est vraiment très classique. Alors non, ce n'est pas une idée qu'on trouve seulement en France et en Angleterre, mais c'est en France et en Angleterre qu'on trouve à cette époque-là le plus grand nombre de savants, le plus grand soutien institutionnel à la recherche scientifique. Et du coup, ce n'est pas étonnant que ce soit ces pays-là qui soient en pointe, hein, dans le domaine des recherches de l'évolutionnisme. Comme aujourd'hui, c'est plutôt aux États-Unis et secondairement au Japon, en Allemagne et en Angleterre qu'on va trouver beaucoup de chercheurs et beaucoup d'idées particulièrement novatrices. Donc là, on est dans le domaine plutôt des conditions sociales de la recherche scientifique, mais non, ce n'était pas du tout spécial à la France et à l'Angleterre, c'était parce que ces deux pays étaient en pointe dans la recherche savante et notamment dans l'histoire naturelle en général.